OK. Donc, bonjour à tous. Bienvenue à cet événement sur Kotlin et bienvenue au GDG Libreville. Donc, bon, pour les nouveaux, parce que il y a des noms que je connais pas, j'ai juste une petite présentation de ce qu'est GDG Libreville. En gros, c'est une communauté supportée par Google, qui est reconnue officiellement par Google et qui a pour but de partager les connaissances, mettre on va dire quoi, un espace d'échange entre les différents développeurs qu'on a ici en local. Donc, c'est essentiellement axé sur des technos Google, mais aussi d'autres technos open source et libres. Donc, on va entamer la presse. OK. Une autre chose, c'est le live. Vous avez été bloqué. Vous n'avez pas la possibilité de parler pour le moment. Donc, c'est juste le chat qui est activé pour les participants. Et lors de la phase séance questions-réponses, on va activer le chat de ceux qui veulent avoir la parole. Voilà. Donc, même pendant la séance, si une personne a besoin de la parole, elle fait signe dans le chat et on active la possibilité de pouvoir parler. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est un événement autour de Kotlin, qui est un langage de programmation euh, destiné à remplacer ou à être utilisé aux côtés de Java. Donc, l'objectif de ce talk, c'est de voir un peu c'est quoi Kotlin, qu'est-ce qu'on peut faire avec, quels sont les avantages qu'on peut tirer de ce langage-là. On a toujours la, on fait de, toujours la comparaison entre Kotlin et Java parce qu'ils sont très proches. Vous allez voir dans la plupart dans les slides qui suivent pourquoi on les compare toujours. Donc, c'est aussi un langage qui est 100% compatible avec Java. C'est-à-dire que si on a un projet existant qui utilise le code en Java, si on veut basculer à Kotlin, y a pas de souci. On a juste on ajoute juste nos nouvelles features et après on peut appeler des codes, des méthodes Java dans un code Kotlin et inversement. Ok. Ok. Donc, petite présentation, je pense pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, c'est Romaric Bonga. Je suis associé Android développeur certifié Google. Euh, je fais pas mal de développement actuellement sur Android. Je fais aussi du back-end avec Spring Boot. Et maintenant, je suis en train de passer progressivement à Ktor, qui est un framework back-end, on va dire, framework back-end qui est supporté par JetBrains et qui a été développé en full Kotlin. Voilà. Je fais aussi du front un peu, toujours avec ce fameux Kotlin là. Apparemment, on dirait il fait un peu de tout. Donc, petite promo. J'ai aussi à mon actif une application qui s'appelle Technoway, qui est disponible dans différents pays. Je ne sais pas si tous les participants sont du Gabon. C'est une application qui permet de mettre en relation des acheteurs et des vendeurs sur le sol gabonais. Donc, la suite.
Alors, pour le talk sur Kotlin, on va avoir déjà un peu d'historique, comment c'est arrivé dans la tête des ingénieurs de JetBrains. On va voir comment les variables sont gérées. Kotlin, les mécanismes d'une classe, structure de contrôle, et les extensions de fonctions. Et enfin, on va essayer de voir la plupart des domaines d'application où on peut rencontrer Kotlin. Ok, c'est quoi Kotlin? Kotlin développé et mis au point pendant plus de 5 ans par l'entreprise JetBrains. JetBrains, c'est l'entreprise qui s'occupe qui est derrière, c'est l'éditeur d'IntelliJ, l'IDE qu'on utilise pour faire du développement Android. Bon, c'est vraiment le plus connu. Donc, littéralement, l'idée derrière ce langage, c'est qu'il se veut concis, sûr et 100% interopérable avec tout ce qui est JVM. Avec tout ce qui est JVM. Il faut déjà savoir au départ, les développeurs de JetBrains se sont confrontés à plusieurs problèmes de conception liés au langage Java. Et donc, pour pouvoir pallier à ces problèmes-là, ils ont essayé de voir des alternatives qui puissent utiliser la JVM. Et parmi ces alternatives, il y avait, je pense, Scala qui était un langage de programmation qui tourne aussi sur JVM, qu'ils ont commencé à utiliser et se sont rendus compte qu'il y avait d'énormément de temps lors de la compilation des projets. Donc, après avoir fouillé la plupart des différents langages, ils se sont dit, bon, on va faire un pari fou. C'est de créer un langage from scratch, de zéro, propre langage, qui sera déjà compatible 100% avec la JVM, parce que il est clairement impossible de réécrire tout le code source de leur produit. C'est carrément impossible parce que c'est des millions de lignes de code. Donc, c'est ça. Donc, premièrement, ça doit être 100% compatible et essayer de régler la plupart d'améliorer la plupart des fonctionnalités qu'offre Java. Et après le démarrage du projet du projet Kotlin commencé en 2010, ils ont commencé à les réflexions. Et après plus de 5 ans, je pense, 5 ans, ils font sortir une version, la toute première version de Kotlin, qui est la version 1.0. Et c'est là tout l'univers Java, tous les développeurs Java ont commencé à s'enflammer un peu dessus, à gauche, à droite, parce qu'il offre quand même pas mal de nouvelles fonctionnalités qu'on va voir plus tard. Okay. Alors, c'est quoi la philosophie de Kotlin? En gros, comme je disais, l'idée c'est que ce langage soit concis, sûr, pragmatique et 100% interopérable avec du Java. Ensuite, plus productif et plus serein face à certains types d'erreurs récurrents en Java, comme le célèbre null pointer exception. Ça, c'est un truc qu'ils ont mis en place pour que déjà de base, on n'ait plus à avoir des null pointer exception qui apparaissent en désordre dans le code et on ne va plus se permettre de faire des lignes de if différents de nul, if différents de nul dans le programme, dans le code source pour vérifier effectivement si la variable est nulle ou voilà.
Ça perdait énormément de temps, ça augmentait énormément de lignes de code, ce genre de vérification-là. Et 100% compatible avec Java. Comme je disais, c'est quasiment impossible pour eux, en fait, à l'époque, de retourner sur du from scratch. Et nous, ce qui est bien, c'est que nous, les développeurs Java, on a déjà aussi des codes sources qui existent en Java. Si on veut basculer sur Kotlin, voilà, plus besoin de réécrire tout, quoi. Donc, en bref, c'est partout où il y a du Kotlin, il y a du Java plutôt, on peut mettre du Kotlin. Donc, Kotlin hérite vraiment de tout l'environnement, tout l'écosystème de Java. Tous les frameworks, tous les outils qui sont disponibles. Kotlin, dès qu'on opte Kotlin, on n'a pas de souci à se faire. Okay. Voilà. Donc, toujours dans la philosophie, là, c'est au niveau de la compilation des codes sources Kotlin et codes sources Java. Donc, comme on connaît on parle d'une classe écrite en Java, après c'est compilé par le compilateur qui, euh, qui génère des fichiers d'autres classes, le fameux bytecode, et après c'est envoyé en jar, etc. La seule différence avec Kotlin, c'est que le langage utilisé pour compiler, c'est du Kotlin, c'est pas du Java. Mais sinon, le reste, c'est tout à fait similaire. C'est pourquoi il s'intègre facilement avec la JVM. Voilà. Une autre chose aussi, c'est le langage est statiquement typé. Donc, le type de variable, c'est-à-dire, en fait, la particularité des langages statiquement typés, c'est lorsqu'on est en train de développer, par exemple avec l'IDE, et on essaye de faire une opération incohérente, comme par exemple l'exemple sur l'image, on veut additionner un entier et une chaîne de caractères. À la compilation, l'IDE va nous signaler déjà que ce qu'on est en train de faire là, c'est pas possible. Ça va causer problème. Ça évite aux développeurs de compiler le programme, de l'exécuter, et c'est à l'exécution par l'utilisateur que le code crash. Donc, c'est vraiment une valeur sûre de base d'erreur lors du déploiement du projet. Donc, c'est tout comme Java. Java aussi, c'est la même chose. C'est aussi un langage statiquement typé qui, euh, qui nous évite pas mal de petits bugs qu'on retrouve en production. Et après, il y a l'inférence de type. L'inférence de type, c'est un concept qui a été récupéré par les langages dits dynamiquement typés. Voilà. Le contraire de statiquement typé, c'est dynamiquement typé, c'est-à-dire c'est à l'exécution du programme que en temps réel, on essaye de vérifier, le langage essaye de vérifier si, par exemple, cette addition-là est cohérente ou pas. Et c'est ce concept-là qui se sont inspirés pour ajouter cette fonctionnalité d'inférence de type qui permet euh, à, toujours à la compilation de auto-détecter le type d'une variable. En bas, vous allez voir val est égal à 0. Si à la compilation, le compilateur va dire que 0, c'est de type int, message, c'est string, etc. C'est aussi un avantage qui rend aussi le code un peu plus lisible que Java n'avait pas. Il fallait toujours définir le type de la variable, ainsi de suite. Mais là, sur l'élément qu'on apporte,
le compilateur sait définir le type de variable que la variable va récupérer. Voilà. Ensuite, toujours pour un peu montrer c'est quoi l'avantage, quels sont les différents avantages d'utiliser ce genre des langages statiquement typés. Genre au niveau de la performance, comme les types sont connus au moment de la compilation, pas besoin de les déduire au moment de l'exécution du programme. Comme je disais, c'est pas lorsque l'utilisateur clique sur ton bouton que tu vas l'afficher que là, il y a ce type d'erreur. Et ce sont des erreurs qui peuvent être évitées. Et après, il y a la fiabilité. Le compilateur vous indique beaucoup plus d'erreurs au moment de la compilation, minimisant les chances que votre application crache durant son exécution. Et en efficacité, un langage statiquement typé permet de réaliser beaucoup plus facilement des refactoring. Ça, c'est aussi un, un, une grosse feature qu'on retrouve souvent dans le développement. On a déjà des bouts de code qui existent. On veut améliorer le code ou on s'est rendu compte qu'il y a des trucs à changer. Et si on n'est pas sur un langage statiquement typé, ce sera chaud de faire le refactoring sans causer un gros souci. Voilà. Donc, et c'est pas, je pense qu'il y a certaines idées, pour faire le refactoring, il rame assez. Alors, la suite. OK. Là, on va attaquer les variables et comment ils sont définis, comment ils sont gérés en Kotlin. Donc, les variables, comme je disais, l'inférence de type laisse le compilateur déduire le type de variable. Vous pouvez déclarer explicitement le type si nécessaire. Donc, on peut dire, bon, vous allez voir un exemple devant. Cette variable-là, c'est un string, ou cette variable-là, bon, je mets égal string, et puis automatiquement, le compilateur va suivre. Et il y a aussi la possibilité de rendre des variables mutables ou immutables, donc modifiables ou non. C'est comme je pense, les constantes lorsqu'on fait du Java. Donc, ici, on a un exemple. On définit une variable avec déjà le mot-clé var, suivi le nom de la variable. Ensuite, deux points, espace, le type de la variable. Après, on met les égalités, on donne la valeur. Donc là, on fait un largeur int est égal à 12 et la longueur, un double, est à 2.5. La notion de mutable et immutable. Il y a la différence au niveau des mots-clés. Comme je disais, mutable, c'est une variable qui peut changer au cours de l'exécution du programme. Et immutable, c'est nada, ça reste fixe. Donc, c'est un mot-clé juste qui différencie ce comportement-là. Var, ça veut dire que c'est mutable. Et val, c'est immutable, tout simplement. Donc, ici, il y a juste une mesure qui dit c'est préférable d'utiliser les variables immutables parce que au moins, il y a certains comportements qui seront évités. On verra aussi plus tard dans la présentation une petite démo pour voir un peu comment tout ça est géré. Je pense même qu'à un certain niveau, je vais partir sur un compilateur online pour essayer un peu de gérer tout ça. Donc, null safety. Comme je disais, le gros souci des devs Java, c'est le célèbre null pointer exception. Et les ingénieurs de JetBrains ont
essayer de régler ce problème-là avec les différents features de Kotlin. Parce que lorsqu'on fait du Java, si on doit dire qu'une variable ne peut pas être nulle, on applique des annotations euh, autour de la variable annotation mutable, et là on dit que cette variable n'est pas nulle. Donc, le principe, comme je disais, dans Kotlin, les variables ne peuvent être nulles par défaut. Quand on crée une variable, si je reviens un peu, quand on définit une variable, automatiquement, on doit donner sa valeur. Automatiquement. C'est impossible de créer une variable sans donner sa valeur. Donc, vous pouvez affecter explicitement une variable à nul en utilisant un opérateur d'appel sécurisé. Donc, pour des variables qui peuvent être nulles, on peut permettre cela, autoriser les exceptions, nulle.interception en utilisant l'opérateur bang bang, bon, point d'exclamation. La plupart du temps, le mot courant, c'est bang bang. Et vous pouvez tester le nul en utilisant l'opérateur Elvis. Vous allez voir ça devant. Okay. Donc, voici un exemple, une déclaration de variable. Je pense que ce serait bien que je bascule sur... attendez. Non, on va faire ça après. Donc, on déclare une variable et on dit qu'elle est nulle. Automatiquement, le compilateur va nous sortir une erreur pour dire, voilà, la variable ne peut pas être de type nul par défaut. Donc, pour déclarer, pour rendre qu'une variable puisse être nulle, il faudrait ajouter un opérateur, donc l'Elvis là. Donc ici, toujours le mot-clé var, le nom de la variable, deux points, le type, et on ajoute un point d'interrogation égale nul. Point d'interrogation, ça voudrait dire que là, cette variable-là, il y a des moments où elle peut être nulle, il y a des moments où pas. Je pense qu'il y a aussi d'autres langages qui viennent avec ce concept-là. Je ne me souviens pas, mais si vous pouvez l'inscrire dans le chat, s'il y a d'autres langages qui ont ce comportement-là. Ensuite, comme la variable peut être nulle, par exemple, un cas de variable qu'on va dire que bon, la variable elle peut avoir une valeur nulle ou pas. En Java, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait une batterie de if différent de nul, if différent de nul, if. Et imagine si c'est un objet qui est imbriqué avec d'autres objets, ça devient un peu, vous-même vous savez, je ne vais pas utiliser le terme. Maintenant, Kotlin, avec juste l'opérateur Elvis, il y a la possibilité de faire le if sans avoir à écrire if. Donc ici, en haut, on voit, on a déclaré une variable nombre of book qui est égal à 6. Après, on fait un if pour vérifier si c'est différent de nul. Et après, on décrémente la valeur. Et en Kotlin, une fois déclaré la variable, on écrit la variable, on fait un point d'interrogation, point dec, qui décrémente la valeur. Donc, si c'est nul, ça ne va pas s'exécuter. Si c'est nul, ça ne va pas s'exécuter. Ça permet en fait d'éviter cela, et c'est sur une seule ligne. Tranquille, pas besoin de s'embrouiller avec. Et maintenant, l'opérateur bang bang, je disais, c'est surtout en fait, si vous êtes certain que la variable ne sera pas nulle, utilisez bang bang pour forcer la variable dans un type non nul. Ensuite, vous pouvez appeler les méthodes de cette variable-là. Donc là, par exemple, on veut affecter la taille.
et on vérifie d'abord si ça transforme l'objet en non nul. Si c'est nul, ça va générer l'exception. Ça, c'est vraiment pour ceux qui veulent revenir à l'ancienne et voir le nul pointer exception affiché à leur écran. Dans le cas contraire, on utilise l'autre opérateur. Il y a aussi des cas où il y a des variables qui reviennent de notre librairie, de nos SDK, qui sont déjà fixés en nullable. Et donc, on est obligé d'utiliser des fois cet outil-là pour passer. Ok, la suite. Voilà. Donc, l'opérateur Elvis. Donc, ça nous permet en fait de pouvoir, le point d'interrogation plutôt, et l'opérateur Elvis. Donc, sur une seule ligne, on vérifie si la variable est nulle. Si c'est nul, on envoie 0. Si c'est pas nul, l'instruction n'est pas exécutée. Donc ici, dans un message, on dit attention, l'opérateur est parfois appelé l'opérateur Elvis parce que voilà, ça prend la forme d'Elvis Presley. Ça, c'est vraiment une petite anecdote. Donc, les mécanismes d'une classe. Oui, attends. OK. Donc, ça aussi, c'est un gros avantage de l'utilisation de Kotlin. Comme dans la définition, on a dit que ça doit être concis, sûr et 100% interopérable avec Java. Là, on a un exemple de classe standard en Java qui a trois paramètres, qui a un constructeur, qui a des setters et des getters, voilà, comme on a l'habitude de faire. Maintenant, je vais poser une question et j'ai besoin que vous répondiez dans le chat. D'après vous, en combien de lignes l'équivalent de Kotlin A? Combien de lignes l'équivalent de Kotlin A pour une classe de ce même type? 2, 3, 4. Florian dit même moins de 10 lignes. Maman dit 5. Non, c'est pas possible. On a dit que c'est concis. Moins de 10 lignes, c'est... Non. Il n'y a pas d'autre. On a dit que c'est un langage concis. Une ligne. Voici l'autre. L'autre aussi a dit une ligne, 16. Philippe Bert. Waouh. Ça... 16. Non, pour Kotlin, pas pour Java, ce qu'on montre, Philippe. Bon, je pense que c'est Govan qui a trouvé. Pour faire l'équivalent de cette classe en Kotlin, c'est tout simplement ça. Uniquement ça. Faut pas être étonné lorsque les gars ont dit que ce langage se veut être concis. Ils n'ont pas blagué. Donc ça, c'est l'équivalent de la classe user qu'on a vu. En une seule ligne, ça résume un peu tout ce qu'on a écrit en Java. Tout ce qu'on a écrit en Java. Donc, déjà, pour définir une classe, il faut l'opérateur classe, le mot-clé classe plutôt. Ensuite, le nom de notre classe. Et dans les parenthèses, on a les différentes propriétés de la classe. Mais aussi, les parenthèses font office de constructeur primaire, principal.
comme ce qu'on a vu dans le précédent exemple ici, constructeur principal. Alors, vous allez demander comment c'est possible, comment ils arrivent à le faire. Et où sont les getters-setters? C'est aussi ça parce que dans le code, dans la version Java, il y a des getters et setters, etc. Kotlin, du côté des getters-setters, il se base sur les mots-clés var et val. Et ces getters-setters sont, dans la grande majorité des cas, lorsqu'on fait une classe, on n'a pas besoin de réécrire le get, réécrire le set. On fait juste comme là-bas, c'est comme le précédent exemple. On fait juste get, email, qui retourne. C'est, en gros, en fait, c'est des comportements qui peuvent être générés automatiquement. Et c'est ce que Kotlin fait pour ce qui est de getter-setter. Pour l'attribut var, il va générer les getter-setter parce que c'est une variable qui est mutable. Si on veut juste générer le getter, on change le type de variable d'email en main val, comme ça c'est un immutable, et derrière, il ne génère seulement le getter de cette classe, de cet attribut plutôt. Voilà. Donc, maintenant, la petite différence, lorsqu'on essaie d'initier, d'instancier l'objet, c'est qu'en en Kotlin, il n'y a plus la notion, le mot-clé new derrière. Et pour utiliser une méthode, bien un getter, un setter de notre classe, en Java, on faisait .get email, .set email. Là, c'est uniquement .email. On enlève le get, on enlève le set. Vous voyez un peu maintenant une grande différence dans un projet full Kotlin et dans un projet full Java. Vous allez voir qu'en Java, on va passer le temps à quand même beaucoup écrire. Ok. D'accord. Bon, comme ces getters et ces setters sont auto-générés, il y a des moments où on a besoin de renvoyer quand même, de réécrire, de renvoyer quand même certaines informations lorsqu'on fait .email, .email, par exemple, pour renvoyer l'email d'une classe. On veut, par exemple, dire l'email est, en Java, c'est simple, on retourne dans le getter-setter, on ajoute ce qu'on veut. Mais pour Kotlin, c'est un peu différent. Un peu plus différent. Ça devient un peu différent. Pas compliqué, mais différent. Donc, la première chose qui va changer, c'est que dans l'écriture de la classe, email, on enlève le mot-clé var. Ça devient un paramètre. Ça devient un paramètre de la classe. Et en bas, à la suite, on déclare une propriété, la propriété email de type string, et on donne cette valeur-là à l'email qu'on a récupéré en paramètre. OK. Et en bas, on génère notre get. Donc, on écrit get et en parenthèse, on renvoie l'email, on fait un print avec field. Field fait juste référence à l'email qui est en haut, l'objet courant. C'est un mot-clé qui fait référence à l'objet courant. Et c'est la même chose pour set. C'est juste cette différence-là lorsqu'on veut réécrire les accessoires. OK, on passe à ce qui est structure de contrôle. Il n'y a pas grande modification. On garde
les anciens if, les else, les while, etc. Donc, la petite différence au niveau de if, c'est que la condition de type if est une instruction et non une expression en Java. Alors, on ne peut pas faire renvoyer une valeur comme ça. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Au niveau à droite, c'est un exemple Java qui fait un if et retourne le résultat dans une autre variable. C'est pas possible parce que en if, le if c'est une instruction et non une expression. Contrairement à Kotlin, toute structure de contrôle, à l'exception des for, sont des expressions. Donc, on peut, vous allez voir à droite, on peut très bien faire une condition et le retour de la condition, on envoie ça dans une variable directement en une ligne, sans chercher à stocker d'abord ça quelque part, après renvoyer ça là-bas. L'autre exemple que Java a, c'est d'utiliser les expressions ternaires. Et voilà, donc pour faire la même chose, c'est en utilisant les expressions ternaires en Java. Et en Kotlin, ça n'existe plus même, ces expressions ternaires-là. Voilà. Merci. Ensuite, comme je disais, parfois, lorsqu'on utilise if, il y a des solutions qui ne sont pas appropriées pour ces cas-là. On évite d'utiliser if, on utilise la structure de contrôle switch. C'est en Java. Et en Kotlin, ils ont juste un peu, disons, amélioré ça. Et ça s'appelle maintenant ça s'appelle when. C'est plus switch chez when. Et qui devient un peu plus, qui a plus de possibilités, contrairement à sa grande sœur Swift. Et donc là, comme je disais, toutes les structures de contrôle pourront être affectées à une variable. Donc, on peut arriver à faire ce genre de choses-là. Ensuite, on va passer aux extensions de fonctions. En gros, c'est lorsqu'on veut étendre le comportement d'une classe, qu'elle soit écrite en Java ou en Kotlin, on peut le faire avec ce mécanisme-là d'extension de fonctions que Kotlin nous offre. Donc, ça permet en fait, lorsqu'on veut, on va voir par la suite, lorsqu'on veut ajouter une classe, lorsqu'on veut par exemple que dans une classe qui existe, on va ajouter un certain comportement. Exemple, une classe par exemple qu'on n'a pas la maîtrise, comme par exemple la classe string. Lorsqu'on veut appliquer pour cet exemple-là, on veut que la chaîne de caractères se transforme en majuscule. Comme lorsqu'on a une chaîne de caractères, on utilise une méthode et elle retourne la chaîne de caractères en majuscule. Pour ce faire, par exemple, en Java, ce qu'on fait d'habitude, c'est on crée une classe utile, un package utile. Dans le package, là, on définit une méthode. Cette méthode-là qui prend le contenu de la méthode. Et ensuite, après avoir défini cette méthode-là, qu'est-ce qu'on fait à la suite? On retourne dans le code où on veut l'utiliser. On appelle cette classe, donc utile.command case, camel case, custom camel case. On passe les valeurs en paramètres. Sans oublier que pour l'utiliser, il faut l'importer dans notre code. Et on va le faire. Et sachant que cet import-là vient avec
toutes les méthodes, les fonctions, les attributs qu'on a dans cette classe. Ça alourdit la classe où on veut utiliser cette nouvelle fonctionnalité. Et c'est de là qu'est venue l'idée aux ingénieurs de trouver une autre façon de faire afin d'éviter ce genre de soucis. Donc, en Kotlin, le principe il est simple. Nous allons injecter la méthode custom camel case dans une classe bien définie, une classe qui existe déjà. Pour notre exemple, c'est la classe string que nous allons effectuer. Déjà même de base, la classe string, si on veut le faire en mode Java, on ne peut pas l'utiliser parce que ça vient du SDK et le SDK, c'est pas possible de le modifier, de modifier cette classe-là. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on déclare une fonction et le premier mot-clé, c'est la classe qu'on veut étendre. Donc, pour notre exemple, c'est la classe string, suivi du nom de notre fonction et la valeur qu'elle retourne. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas vu précédemment comment sont gérées les fonctions en Kotlin. En gros, c'est le 2 points string, c'est la valeur que la fonction va envoyer. Contrairement à Java où c'était d'abord la classe, on va revenir pour l'exemple de Java. Contrairement à Java, c'était la valeur qu'elle renvoie, le nom de la classe. Kotlin, c'est l'inverse. C'est un peu comme lorsqu'on définit une variable. Et ainsi de suite, on envoie le code qu'on veut modifier. Et pour l'utiliser, on a juste à déclarer notre variable, mettre une valeur et appeler cette variable-là point custom camel case. Et cette fonction s'applique à tous les objets de type string qu'on a dans le code. Donc, ça devient déjà assez cool de le faire. Parce qu'il y a certains trucs, par exemple, on veut vérifier si la chaîne de caractères est de type email, ça c'est un exemple. On écrit l'extension de cette fonction. C'est comme un plugin maintenant, quoi. Un plugin qu'on vient ajouter à la classe Java. Et derrière tous nos strings ont ce comportement-là. Ça ne s'applique pas seulement qu'à string, ça s'applique à toutes les classes qui existent. Même une classe custom qu'on a effectuée, on peut ajouter, bon, après, ça devient un peu bizarre si c'est une classe qu'on a fait, qu'on ajoute ce comportement-là. Okay. Et ensuite, on va aller dans les domaines d'application où intervient Kotlin. Donc, il y a pas mal de domaines. Premièrement, c'est le back-end. Comme tu disais, Kotlin hérite de tout l'écosystème de Java. Donc, ces serveurs, ces frameworks, ainsi de suite. Maintenant, les ingénieurs de JetBrains ont aussi sorti un framework qui est full développé en Kotlin, qui s'appelle Ktor. Donc, c'est juste le framework qui bénéficie en fait on va dire, tous les avantages qu'offre Kotlin. Ensuite, Kotlin pour Android, ça on ne présente plus. C'était vraiment le petit boom de Kotlin parce que quand Google a rendu Kotlin langage officiellement pour faire d'Android, ça a eu vraiment un grand élan. Ensuite, Kotlin pour JavaScript. Ça, c'est en gros, c'est pour tous ceux qui, comme moi, n'aiment pas les langages dynamiquement typés. C'est de pouvoir manipuler le DOM et générer du code JavaScript ou du TypeScript en partant de Kotlin. En gros, c'est juste une transpilation de Kotlin vers Java.
Et après, il y a le native, il y a For Data Science, ça on va pas en dire beaucoup. On sait que c'est des trucs qui tournent autour de machine learning et le multiplateforme programming. Donc, on va juste détailler. Comme je disais, du côté du back-end, le framework en vogue actuellement, c'est 14. Comme je disais, je suis déjà pas mal dessus. C'est le framework que j'utilise pour mon back-end. Et du côté d'Android, ça va quoi. Ça va. On ne présente plus du côté d'Android. Ensuite, pour JavaScript, comme je disais, les différents cas d'utilisation, c'est de pouvoir créer des applications web front-end basées sur Kotlin.js, faire du server-side et du serverless avec Kotlin.js, utiliser le Kotlin multiplateforme en partageant les différents codes. On va avoir plus devant c'est quoi le multiplateforme et on peut aussi créer des librairies qui peuvent être utilisées en JavaScript et en TypeScript. Donc, du côté on va dire quoi, de la communauté Kotlin.js, il y a pas mal on va dire quoi, de librairies, de frameworks Kotlin.js qui permettent en fait de faire du front-end tranquillement. Déjà, il y a la possibilité pour ceux qui connaissent React d'écrire du React avec Kotlin pour son front-end. Ensuite, les différents frameworks, je ne sais pas si j'ai laissé là à droite, les différents frameworks Kotlin.js, j'ai pas encore testé les quatre, mais j'ai juste vu que ça existait. Je compte bien quand même de les utiliser. Il y a Kotlin, Vision, Threads, Doodle et Compose for Web. Compose for Web, c'est vraiment le tout nouveau. Euh, en essayant de parcourir un peu la documentation de tous ces frameworks-là, je suis tombé un peu sur Compose for Web et le Doodle qui ont une autre approche, c'est de pouvoir créer créer des front-ends sans connaissance d'HTML, CSS et JavaScript. Donc, c'est en gros une nouvelle façon de faire qui ne prend pas en compte le navigateur. Donc, c'est à l'exécution que le code va pouvoir s'adapter sur les différents browsers. Ça me plaît aussi pas mal. Donc, si j'ai le temps, je vais lancer dessus. Kotlin.js, je l'ai commencé. J'ai fait un petit projet. Il est disponible sur GitHub. Je pense que j'avais aussi partagé le lien. Je vais vous envoyer. C'est juste un petit test avec Kotlin.js React en utilisant Kotlin.js. Donc, je viens d'envoyer le lien là. Ça, c'est la démo. Et le GitHub, je l'envoie aussi. Donc, vous pouvez aller vérifier le code source et tout ça. Peut-être pour les soucis de démo, on va aller peut-être dans le code source pour voir comment c'est géré, comment on génère du HTML, et ainsi de suite. En fait, c'est vraiment full Kotlin. Donc, si on veut faire même du HTML, c'est en utilisant Kotlin. C'est pas qu'on va avoir dans notre projet, on va générer si on veut, on peut générer nos balises à l'ancienne. Et Kotlin a une autre approche avec le DSL qui va nous permettre de pouvoir écrire des balises HTML plus lisibles. Ensuite, le natif, natif, c'est simple, c'est permet en fait de générer du code Kotlin sur un environnement qui n'a pas de JVM. Parce il y a certains, on va dire quoi, certains prérequis dans lesquels on dit, bon, sur le système là, on veut pas de JVM.
alors on est obligé de faire de Kotlin natif. Par exemple, de l'embarquer, système embarqué, ça peut arriver, du iOS aussi, ça peut arriver. Donc, en gros, c'est pouvoir faire du desktop. Donc, il y a plusieurs environnements sur lesquels ça tourne, Windows, Android, NDK, les Linux, les tvOS, etc. Ça, je ne l'ai même pas encore testé. Et ensuite, c'est l'élément un peu incontournable du moment, c'est le Kotlin multiplateforme, qui est une autre façon de faire, de penser multiplateforme, contrairement à d'autres qui existent sur le marché comme Flutter, etc., React, etc. C'est l'idée, c'est vraiment de partager le code business, uniquement le code business qui est partagé dans différentes plateformes. Donc ici en vert, voici un petit schéma là, en violet plutôt, on a le code business commun à à toutes nos plateformes. Et ainsi de suite, en fonction de la plateforme, on va réutiliser ce code-là pour l'utiliser là où on veut. En gros, dans un projet, par exemple, Android, iOS, on a un code, euh, on a un code métier commun et les parties Android vont utiliser ce code-là pour, par exemple, générer leur UI ou ajouter peut-être des petites spécificités. Pareil pour iOS, pareil pour le web, pareil pour le back, pareil pour le desktop. Contrairement aux autres, les autres, eux, c'est un peu de tout. Donc, même la UI, on sera obligé de recréer les UI, recréer des systèmes qui vont être qui vont sensiblement ressembler à du natif pur. Mais du côté de Kotlin, c'est uniquement le business logique, la business logique, et puis le reste, vous gérez ça avec les outils de base. Donc, les domaines d'application de multiplateformes, c'est iOS, Android, iOS, oui, iOS, Android et client-serveur. C'est-à-dire, on a un back-end, on a un front-end séparé qui utilise une même base de code derrière et on les fait communiquer ensemble. Pour le moment, et peut-être le projet est encore en alpha, donc espérant que... Mais c'est toujours... Il y a des codes sources disponibles, il y a la doc aussi déjà disponible, mais le projet est en alpha, donc ça voudrait dire que on ne joue pas avec ça, on peut pas jouer avec ça encore en prod. C'est juste pour tester et pour voir c'est quoi la logique qui est derrière et voilà. Donc je pense que j'ai terminé la presse. Je vais monter vite en démo pour voir un peu ce qu'on a vu. Donc pendant que je suis en train de configurer l'environnement, j'aimerais euh, partager avec vous un lien. En fait, c'est de dire en un mot, en deux mots. Je viens d'envoyer le lien. C'est de dire en un mot ou en deux mots euh, qu'est-ce que Kotlin. Définir Kotlin en un mot ou deux mots. Donc, j'ai envoyé le lien. Donc, vous pouvez aller vous connecter et saisir le word, le mot en question. D'accord. On va stopper. Après, voilà. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Vous arrivez à voir. OK. Donc, je vais peut-être commencer par tout ce qui est variable, commencement du commencement. Donc là, c'est
C'est on va dire quoi, un éditeur en ligne disponible sur le site de JetBrains. Donc, c'est sur cet éditeur-là qu'on va un peu jouer. Donc, comme je disais, on a var texte est égal à. Donc là, on a créé une variable. On va print ln. Salut GDG. J'ai print ln. Et là, à droite, on va compiler. J'espère qu'il n'y aura pas d'erreur quand même. Ok, on va ici en bas. Salut GDG. Je vais revenir juste sur le chat pour savoir. Est-ce que vous arrivez à voir vous arrivez à lire le message en bas? Ok, ça marche. Donc, là, j'ai défini une variable modifiable avec le mot-clé var. Donc, je vais modifier encore var. Comme je dis elle est mutable. Salut. Et quand je compile, on va salut GDG. D'accord. Donc, vals, bon, c'est la même chose. On a texte 2 égale bonjour. Et on essaye de modifier texte 2. Vous allez voir ce que ça va donner directement. Bonjour. Tout. Et là, quand je vais cliquer sur compiler, ici, j'ai mis, ok, c'est val. Et là, quand je lance, voilà, ça met une erreur que on peut pas réassigner encore la valeur là. Il y a encore quoi qu'on peut regarder. Est-ce que vous voulez encore voir le principe de classe ou bien voir le new label là dont je parlais? Ok, donc on définit une variable new label. On dit que c'est le type string, donc 2 points, espace string, et on met le point d'interrogation est égal à nul. Et là, je fais la même chose pour non nullable. Et on verra ce que ça a donné. Label. Voilà, j'ai créé une variable. J'ai dit que ça peut être nullable. J'ai mis égal à nul. Et ici en bas, j'ai mis une autre variable. J'ai mis string et j'ai mis égal à nul. Et automatiquement, ici, il met une erreur. Une autre fonctionnalité, bon, un autre avantage de Kotlin, c'est que les points virgules sont facultatifs. C'est-à-dire que voilà, on peut mettre point virgule ou pas, ça va pas causer problème. On revient ici, d'accord. Mishima demande les opérateurs, donc ok, on revient ici. Voilà. Donc là, on a déjà un exemple avec nullable. On va assigner une variable. Non, je vais faire ça en int. Je vais faire un int plutôt. On va assigner une variable. On va mettre nullable égal à 5. Voilà. Et on va créer une nouvelle variable. On va mettre valeur est égal à
New label. Voilà. Et normalement, plus que valeur qu'il vient de créer, c'est une variable par défaut qui ne doit pas être nulle. Or, je, je, je fais une égalité avec une variable qui est nulle. Normalement, il va me dire qu'il y a un souci. Voilà. Donc, ça, c'était le test. Normalement, il doit avoir un souci. Et puis, je fais un print une valeur. Une valeur. Ah, ok, oui, ok. Donc, je vais commenter ici. Parce que en haut, il était plus nul. Et là, il renvoie nul. Pas des erreurs. Pourquoi? Je vais ramener ces valeurs. Tac. C'est où? Toujours pas. Parce qu'il donne quoi? Et là, on va revenir sur le if maintenant en question. On va le ramener en string. Dès qu'on ramène son string, on fait un point. Quelle est la méthode qu'on peut sortir des strings? L'inf. Voilà. Donc là, il balance bien une erreur et il me demande pour régler ça, j'ajoute l'opérateur point d'interrogation ou je fais un bang bang. On va commencer par bang bang. J'aime bien le terme là. Bang bang. Là, il m'envoie ma belle null pointer exception, la fameuse. Et si je fais bang bang, vous allez voir, voilà, il ramène sa nulle. Voilà. Il ne génère plus en fait l'exception de null pointer exception qu'on avait. On peut aller sur quoi encore? On essaie de voir les classes ou bien il y a d'autres thématiques. Mishima, tu es toujours là? Ok. On peut aller sur quoi les classes? D'accord. Euh, allons. On était où? Pourquoi le bang? En fait, le bang bang, ça transforme la variable en un type non nul. Tu vois? Et lorsque la variable transformée est nulle, à ce moment, ça génère l'exception. Parce que à la base, euh, je remets bang bang. À la base, l'exception arrête le programme. Si on n'a pas géré aussi, tu vois. Donc là, ça arrêtait complètement le programme sans envoyer cette exception-là. Et pour l'éviter, en fait, on utilise le point d'interrogation pour bypasser cela, pour que ça ne génère plus l'exception. C'est bon? Et là, c'est vraiment qu'on est sûr, et c'est aussi qu'on est sûr que la variable qu'on récupère, et c'est surtout les variables qu'on n'a pas gérées, les variables qui reviennent des SDK, qu'on ne peut pas dire qu'au départ, bon, c'est non nul. Tu vois, ça vient directement avec un label. Donc, nous, dans le code, soit on fait avec le point d'interrogation ou on utilise un bang bang pour derrière gérer l'exception et ainsi de suite.
Donc après, il y avait aussi l'opérateur Elvis. Donc val, c'était quoi? C'était ça, deux points. Deux points, on va dire val 0. Voilà, donc val 0. Donc si c'est nul, ça ramène 10, ça renvoie 10. Oui. Donc là, new label, je vais essayer de mettre une valeur, un texte. Je suis là. Et lorsque je vais compiler, il va imprimer. Pourquoi c'est du. Pourquoi ça envoie 10? Date, 25. Ah, c'est bien ça, non? Normalement, ça n'affiche pas. Attends. Ah, ok. D'accord. C'est bon. Ça, c'est peut-être une erreur parce qu'il reprend encore 10. Pourquoi? Peut-être la connexion. Comme c'est un truc online, donc, parce que là, j'ai recompilé, il ramène 10. Donc, sûrement, il a pris une ancienne valeur. Non, c'est peut-être actualisé. Toujours 10. Il prend 10 où? Normalement, c'est ça, non, le label. Ah! Oh non, ok, c'est bon. Ça me failli me faire peur. En fait, si j'ajoute un point, en fait, c'est le nombre, en fait. Ça a failli me faire. Et ça tombait juste avec 10. Donc, je croyais que c'était l'ancienne valeur que j'ai placée là. Donc, lorsqu'il n'est pas nul, il renvoie la valeur, la longueur de la chaîne de caractères qui est 13. OK. Donc, voilà. J'avais pas, j'avais oublié. Et comme ça tombait pique avec le nombre que j'avais placé là-bas, je doutais. On va voir les classes. S'il n'y a pas d'autres démos, si vous voulez aussi voir mon code pour le JS, donc classe, on était sur quoi? User, on va peut-être mettre var, nom, prénom, nom, donc c'est toujours espace, la valeur, on va mettre prénom, ouais, prénom, ok. Et là, c'est bon, on a créé notre classe. On va essayer de l'instancier. Donc, je vais supprimer tout ça. Oui, var, personne, qui est égal à user. Et là, je mets la valeur, je mets Maman Landry. Et là, si je demande de nous afficher, par exemple, le nom. Ah non, personne, non. Vous allez voir ici. Et il va m'afficher Maman. Ils disent quoi?
Ah, ok, j'ai oublié d'assigner. D'accord, voilà, il sort bien le nom de la personne. Il y a encore quoi? Une autre possibilité, je ne sais pas si c'est disponible ici, c'est de pouvoir, par exemple, remplir le constructeur en échangeant, par exemple, si je veux commencer par prénom au lieu de nom, je peux mettre prénom est égal. Et là, je mets Maman. Et ici, je mets nom. Pour définir, en fait, la variable que je veux, la propriété, en fait, que je veux atteindre. Et je pense que c'est la même chose. Ouais. Donc ici, je pense que ça ne fonctionne pas avec les... Ah, c'est bon, oui, c'est Landry. OK. Le nom, c'est Landry. J'ai inversé nom, prénom. Voilà. Donc, il y a encore quoi qu'on peut voir. N'hésitez pas hein, dans le chat si s'il y a des questions et s'il y a déjà des personnes qui veulent prendre la parole. Parce que je pense que là, on est en mode freestyle. On est dans la partie questions-réponses. Une personne veut avoir la parole, il demande ou écrit directement en chat. C'est bon? Qu'est-ce qu'on a encore vu là? Groupe Slack Kotlin. Oui, je connais, mais c'est plus un groupe oui, francophone. C'est plus un groupe Android qui a un channel Kotlin. Donc, je pense que c'est essentiellement orienté sur Android. Mais après, peut-être ça peut déborder vers du Kotlin un peu général. Je vais t'envoyer le lien. Est-ce que j'ai le lien? Si je retrouve le lien, je t'enverrai ça. Le nom, c'est Android FR. C'est ça le nom du Slack. Attends, je prends, oui, androiddev.fr. Attends, je note ça. Oui, FR. Voilà, c'est ça. Android FR. Et après ça, il y a aussi pas mal d'articles aussi qui sortent francophones sur Android. Govan n'avait pas un truc. Ah, voilà. Quels sont les problèmes qu'ils ont eu avec Java? Ils, euh, OK, développe Kotlin. Euh, en, en gros, j'ai pas l'info. Je sais que il disait, c'est plus des problèmes de conception. Il y avait des problèmes de conception au niveau du langage, langage Java. Maintenant, plus précisément, j'ai pas eu l'info là. Peut-être faudrait essayer de regarder les différents soucis. Sur leur site, je pense ils détaillent ça. Ouais. Euh, D'autres questions? Ok.
Euh, Quelle architecture utilises-tu euh, pour créer ton app? Là, c'est en Android parce que je vois. Ok, c'est MVVM. C'est ça que j'utilise, modèle vieux modèle. MVC, MVP, j'ai jamais fait une app avec MVC ou MVP avec Android. C'est plus dans le VVM. Je suis directement tombé dans le bain de, de l'architecture component. Kotlin, Kotlin JavaScript est une meilleure alternative que Node.js. Oh, meilleure alternative au niveau backend. Déjà, non, c'est comme. Non, non, non. Euh, Node.js. Déjà, c'est un langage en fait. C'est un langage qui permet de faire du Node.js. En fait, comme je l'ai dit, c'est Kotlin JS. Donc, c'est de générer, en fait, de pouvoir générer du code JavaScript avec du Kotlin. Tu vois? C'est pas que Kotlin, c'est une mise à, bien Kotlin JS, une mise à jour de Node.js. Non. On peut faire du Node.js avec Kotlin JS. Tu vois? Si j'ai répondu à ta question. C'est un peu comme avec TypeScript. C'est juste une façon de gérer tout ce qui est JS. Surtout aussi de combler, comme je disais, les langages statiquement typés et dynamiquement typés. JavaScript, je pense il a pas mal de soucis à ce niveau-là. C'est pourquoi les gars de Microsoft a sorti TypeScript. Kotlin aussi est là derrière, quoi.